messieurs, il est 13h passé de 35 minutes à Diantakopé, dans la commune d'Agbandi. Même heure ici à la paroisse Bon-Berger de la télévision deuxième. C'est l'heure de la messe médiatique, la toute première de l'année 2023. Que je vous souhaite bonne et heureuse. Toutes mes excuses pour la fausse compagnie de dimanche dernier, dimanche de Noël, que mon papa adoptif, qui m'a vu grandir, m'a invité à célébrer au cimetière, à célébrer la fête avec lui au cimetière. Il fait partie des dossiers que Dieu devait expédier pour le compte de l'année 2022. Il a reçu son affectation du monde des vivants pour celui des morts le 24 décembre, veille de la fête de Noël. Dieu merci. Nous sommes de retour pour la messe de ce jour. Je saisis l'occasion pour dire merci à tous ceux qui, de près ou et surtout de loin, m'ont moralement et diversement remonté le moral. Un coucou spécial au grand frère honorable Innocent Kabara, qui a été très sensible à moi en ce premier jour de l'année. Je demande à Dieu et aux membres des ancêtres de bénir chacun et chacune. C'est également l'occasion pour moi de dire merci à tous les confrères de la presse écrite et en ligne qui m'aident à animer cette messe au quotidien. Je pense également aux personnes ressources comme Jules Ferry, ici présent, qui ne cessent de nous apporter leur expérience et leur contribution à chaque fois que nous les sollicitons. À vous, chers téléspectateurs, qui nous cherchez par tous les moyens, je dis merci, je vous encourage à rentrer à rester toujours avec nous. À toute l'équipe technique qui, chaque semaine, m'entoure des soins techniques, eh bien, je leur dis merci. Ibrahim Maki, Emmanuel Lagou et Kalem Alexandre, et puis sans oublier Gantin Bidola et la charmante Simone Aoui, et également la petite Marguerite Sintaya. C'est tout le collège qui m'assiste dans la réalisation de cette émission. Je voudrais bien dire un coucou spécial à tous les directeurs de publication des différents journaux, qu'ils soient en ligne ou à papier, pour leur soutien à cette émission à travers leur publication. C'est eux la matière première. Mais si nous avons quelqu'un à qui je dis vraiment merci, lui, il ne m'a jamais faussé compagnie à chaque fois que je le sollicite. Vous le verrez tout à l'heure. La semaine est très meublée et en information, bien sûr. Le message vœu du chef de l'État, Fort Essouzman Nessingbe, le remaniement au sein des forces armées togolaises, le leadership féminin, l'affaire des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali, et puis les vœux de fin d'année. Voilà les chapitres à égrener au menu de cette messe. Jules Ferry Agbo à gauche, président du mouvement Fort et Grand, et puis ambassadeur Jean et Développement 2021, analyste sociopolitique, en passe d'être le consultant de cette émission à gauche. À droite, le Abbas Issaka, journaliste, directeur de publication du journal, le quotidien, l'hebdomadaire bien sûr, le Mania Libéré, à qui je vous prie de vous joindre à moi pour souhaiter une confraternelle et surtout patriotique bienvenue, et en même temps à qui je souhaite même meilleur vœux de santé, de bonheur, de prospérité, de longévité et surtout de promotion dans toutes leurs activités, et que à leurs collaborateurs également et à leur famille, je dis bonne et heureuse année. Abbas? Oui, Eric, avant tout ce pour que nous présentons nos condoléances les plus attestées, parce qu'on était là la semaine dernière, le 5, normalement, on devait animer cette émission, et maintenant,
j'ai envoyé un message pour dire que c'est comme ça, la triste nouvelle vous est arrivée, avec la perte de votre père adoptif. Et j'ai dit bon, ça c'est nécessaire, il faut être aux côtés de la famille pour pouvoir conduire le père adoptif à sa dernière demeure. Et vous l'avez fait. Dieu vous en sera créé et que la terre soit réservée à votre père adoptif également. Merci beaucoup. Je présente également mes meilleurs vœux, surtout de santé, à tous nos lecteurs, nos auditeurs et nos téléspectateurs qui nous suivent à tout moment. Que cette année ne soit une bonne année, qu'elle soit une année pleine de grâce et de prospérité. C'est un honneur pour nous de démarrer cette année avec la une. Avec la première messe. La première messe, même, c'est un honneur pour nous de démarrer cette année 2023 avec la première messe de l'année 2023. Merci beaucoup et je vous en remercie. Jules Ferry. Oui, monsieur Eric, d'abord je salue les chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je profite, comme le grand frère vient de le dire, présenter nos sincères condoléances à vous et à toute la famille. Et c'est pas facile. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'ingratitude c'est un crime. Malgré que c'est votre père adoptif, vous lui avez toujours gardé ce qu'il vous a fait durant des années, malgré que vous avez un père biologique. Ça, c'est déjà un bon signe. Où qu'il soit aujourd'hui, je demanderai à Dieu et aux ancêtres qu'il soit toujours à tes côtés. Les conseils, tout ce qu'il a fait pour vous à un moment donné, il faudrait que son esprit... Je profite d'abord pour présenter mes voeux les meilleurs au premier responsable de la nation, son excellence M. Forest Namia Singh, présenter mes voeux les meilleurs à madame le premier ministre et tout son gouvernement, à tout le peuple togolais. Je ne peux pas présenter les voeux sans appeler la presse. Toute la presse togolaise, je présente mes voeux les meilleurs, la santé, et surtout quand il y a la santé, je pense que l'essentiel va venir grâce à Dieu. Aux jeunes, je les invite pour cette année. C'est une année très spéciale qui serait gangrénée par deux élections, les régionales et les législatives. Souvent, les années d'élection sont les années de conflit, de division, d'incompréhension. Que Dieu, comme le premier jour, aujourd'hui, je demande à Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, de tout faire pour planer son esprit de paix sur tout le peuple togolais. Que ces échéances qui sont devant nous puissent se passer comme les précédents, sans violence, pour que nous puissions continuer à avancer à petits pas, mais sûrement pour le meilleur d'un Togo nouveau. Merci beaucoup. On l'attendait à 20h, il est arrivé plus tôt, à 16h GMT. Lui, c'est le chef de l'État pour son traditionnel vœu de nouvel an et un message de 26 minutes chrono, diversement apprécié sur les réseaux sociaux, puisque les presses écrites des Abbas et autres ne sont pas encore sorties. On va les lire abondamment la semaine passée. Alors, chers invités, quels sont, vous avez suivi certainement sur les réseaux ou à la radio ou à la télévision, le message vœu du chef de l'État. Quels sont les temps forts de ce message que vous avez pu, disons, noter, Jules? Merci, monsieur Eric. L'homme n'est pas un homme qu'il faut toutefois dire qu'il fait les choses à l'imprévu. Non, c'est un homme prévisible. Et tout ce qu'il a sorti hier, moi je savais que c'est un homme de surprise, quelqu'un qui ne parle pas mais il agit. Voilà un bon chef d'État.
Donc tout ce qu'il a sorti hier, c'est tout ce que le peuple togolais attendait. Ce n'est pas tout. Nous avons l'habitude de dire que nous sommes en retard, nous ne sommes pas encore au niveau, mais ayons le courage de reconnaître les efforts que nos autorités font. Hier, tous les points soulevés par le chef de l'État doivent être félicités. Nous ne sommes pas encore meilleurs, mais nous sommes sur la bonne voie. L'essentiellement qui touche le salaire, le point de SMIC togolais, qui a été abordé dans son message. Déjà, ce débat durait depuis un long moment. Et les gens comparaient le Togo aux pays voisins, que les gens ont augmenté autre. Bon, vous savez, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais c'est pas qu'il est sourd, il écoute, il prend tout son temps pour analyser. On ne peut pas prendre une décision en vrac sans le réaliser. C'est les mêmes personnes qui vont encore crier que c'est comme ça, il avait tenu des propos et il n'a pas respecté ses propos. Donc, chapeau à lui, chapeau à toute son équipe qui l'entoure et que nous puissions prier que Dieu leur donne plus d'énergie nécessaire pour cette nouvelle année, pour que nous puissions avoir des décisions plus fortes que celles d'hier. Abbas, un bon journaliste que vous êtes et analyste surtout, comment avez-vous apprécié ou quelle appréciation faites-vous de ce discours du chef de l'État à l'occasion de la nouvelle année 2023? C'était le 31 hier. Je pense que c'est un discours très attendu vu la situation que le Togo traverse depuis quelques années. Depuis 2 ans, je ne pas sans savoir que nous sommes en train de sortir d'une crise sanitaire. Et aujourd'hui, c'est la crise sécuritaire qui nous menace et qui menace tout le pays, en commençant depuis le nord. On a vu que le chef de l'État a fait le bilan de tout ce qui s'est passé durant l'année 2022. Il a présenté les points saillants de ce qui s'est passé au plan sécuritaire, sur le plan économique également, et sur le plan des salaires. Et c'est là, il y avait une commission qui a été mise en place, la commission composée des syndicats, des patronats également, pour discuter de la convention collective de SMIC. Puisqu'entre-temps, le salaire des fonctionnaires avait été déjà revu à la hausse. Maintenant, les gens se demandent, et ceux du privé, parce que ce n'est pas l'État qui s'occupe du privé, c'est les patronats qui engagent les agents qui peuvent s'occuper d'eux. Donc, il y a un travail qui a été fait à ce niveau et on est arrivé à passer du SMIC de 35 000 francs à 52 000 francs CFA. 52 500. 52 500 francs CFA. Ça, c'est à encourager. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est par rapport à ça, c'est le suivi et l'application. Parce que c'est une proposition qui a été faite, le chef de l'État, que c'est une proposition qui a été faite au gouvernement. Maintenant, le gouvernement doit prendre ça, de traduire ça en loi. Doit amener ça devant l'Assemblée nationale pour que ça puisse être traduit en loi. Ce n'est que des propositions. Mais quand ça serait voté, il faudrait qu'il y ait un contrôle strict dans cette situation, parce que même à 35 000 francs, il y a déjà des patrons qui ne respectent même pas. Jusque-là, il y a des patrons qui sont à 15 000, 10 000. Qui sont à 15 000, 10 000 francs, alors que le SMIC est là de ces 35 000 francs. Or, ce SMIC, quand on dit 35 000, ce n'est pas que tu vas recruter la personne à 35 000 francs. Tu dois payer au-delà de ton salaire, le minimum. Donc, les gens ne respectent pas. Aujourd'hui, ce qui se passe et la décision du chef de l'État avec ce que les syndicats et le patronat ont pu décider, on peut se dire c'est un goût de soulagement si on traduit ça en actes dans les plus brefs délais, puisqu'on a dit c'est à partir de ce 1er janvier. Or, ce 1er janvier, on ne peut pas rentrer en application sans qu'il y ait l'Assemblée, parce qu'on nous a dit que c'est une proposition qui a été faite. Puisque lorsqu'on avait augmenté
l'indice salarial. Oui, la valeur indiciaire. Les gens se disaient, le SMIC et le chef de l'État avaient dit qu'ils étaient en train d'étudier ce cas aussi. Parce qu'on ne peut pas voir d'un côté et laisser l'autre. Il faut l'inclusion totale. Et c'est ce qui s'est passé. Mais là, c'est l'application de la Le second aspect de ce discours, c'est la lutte contre le terrorisme. Et il a été clair. Les moyens seront mis à la disposition des forces de sécurité et de défense pour arriver à bout de ce terrorisme-là qui est en train de gêner les jeunes. C'est pour cela que j'ai vu dans le budget, il y a une part très importante qui a été allouée à l'armée pour combattre le terrorisme. Ce n'est pas facile et il a rendu un hommage à tous ces militaires-là qui sont tombés ces derniers moments. Donc je pense que le chef de l'État a touché beaucoup de points qui sont très sensibles par rapport à nos situations que nous vivons actuellement. Jules, justement par rapport au SMIC, Abbas l'a dit clairement, et je crois que ça va être le problème. Une chose est de vouloir de donner sa volonté de relever le SMIC, mais la balle est dans le camp des patrons. Oui. Est-ce que vous êtes en train de voir ces patrons vraiment qui avaient de la peine à payer le SMIC de 37 000 aujourd'hui à pouvoir aller jusqu'à 52 000? Pour que cela soit fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, monsieur Eric, vous savez, c'est un problème. C'est des problèmes qui existent depuis les problèmes d'application des tests des lois. Prenons juste le cas des immobiliers. Lorsque l'Assemblée nationale avait pris la décision à ce que les avances et les cautions soient revues à 3 mois, allez voir ce qui se passe. Les gens continuent pas à prendre 1 an, 2 ans. Oui, donc ce qui veut dire que ce que le grand frère a dit, il faut toujours avoir une commission de suivi pour l'application des tests. C'est-à-dire, une manière est de mettre les tests, une manière est de les appliquer. Maintenant, c'est l'application qui pose toujours problème. Dans toute initiative que nos dirigeants prennent, c'est des belles initiatives, mais c'est l'application qui pose problème. Quelqu'un disait que le Togo est le pays où on a de plus beaux tests et de plus belles lois, mais c'est aussi dans ce pays-là que l'application pose problème. Et puis nous devons soulever aussi un point très important par rapport aux affaires de SMIC. Nos jeunes aussi, comme les patrons ne veulent pas respecter les tests, on vous appelle tout de suite pour un travail, vous courez en même temps sans demander à signer un contrat. Tu as besoin de l'emploi, mais il faut penser aussi, si un jour il y a litige entre toi et ton employé, qu'est-ce qui peut te protéger? C'est le contrat. Donc aujourd'hui on te prend, tu te dis que je suis dans le besoin, au lieu de 35 000, on dit 15 000, tu dis je ne fais rien à la maison, je commence. Une fois que tu commences, il faut savoir que l'employeur ne va plus écrire aucun contrat avec toi. Tu as démarré comme ça, tu continues comme ça. Maintenant, au moment où tu vas commencer par faire tes revendications, tu n'as aucun papier. Tu risques d'être licencié comme ça. Donc, il faudrait que la jeunesse aussi prenne conscience, quel que soit... Qu'elle s'impose. Qu'elle s'impose, quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos soucis, quand on veut vous employer par rapport à votre compétence quelque part, demandez à signer un contrat. Si le contrat est signé, il y a des procédures maintenant pour pouvoir revendiquer votre droit. Donc, nous devons insister là-dessus. Maintenant, est-ce que cette belle décision qui a été prise, est-ce que ce serait appliqué? Par qui? C'est les employeurs qui vont poser des problèmes. Et n'oublions pas que les crises qui sont dans des sociétés privées, souvent c'est nos propres frères. Par exemple, les étrangers qui recrutent nos frères. Pour payer, si vous faites les investigations, vous devez savoir que c'est nos propres frères qui sont très proches de ces blancs
expatriés là, qui vont dire non, donnons-lui 10 000. 10 000, ça va déjà. Or, sachant très bien que le travail que son frère est en train de faire mérite d'être payé plus que ça, il est prêt à sacrifier son frère. Maintenant, quand les revendications vont commencer, ils vont dire que non, montre-nous la preuve, ce qui a été signé sur papier comme contrat. Il est bloqué. Donc, ce qui fait que les revendications, les grèves et autres, là, dans des sociétés privées et autres, les gens pensent que l'autorité ne veut pas les aider, mais vous n'avez aucun document, vous n'avez aucune preuve pouvant permettre à l'État d'agir légalement. Donc, c'est une doléance que nous devons faire maintenant envers les demandeurs d'emploi, d'être très strict, d'être rigoureux et d'être vigilant à ne pas mettre leur misère devant leur dignité. Surtout, la dignité n'a pas de prix. On vous appelle pour un travail, même si c'est de bon âge, tant qu'on dit c'est ça, si demandez à signer un contrat. Si la personne ne respecte pas, il y a des structures de l'État qui sont mises à la disposition du citoyen pour pouvoir revendiquer. Pour pouvoir. Donc, vous ne pouvez pas aller à l'inspection du travail pour dire que on m'a dit qu'on devait me payer 60 000, mais mon patron me paie 15 000. Sans aucun papier. Sans aucun papier. Et l'inspection ne peut même pas se saisir de ce dossier-là. Vous parlez. Si le patron vient pour dire que non, je suis en train de t'aider, tu ne travailles pas pour le moment. C'est un essai, je sais. Oui, pas d'accord, tu pars. Tu pars. Donc, beaucoup de jeunes ont été victimes de ce fléau-là. C'est vrai que Abbas, vraiment, c'est un aspect très important qu'il soulève, qui gangrène la jeunesse togolaise en matière d'emploi. On se jette comme ça. Bon, comme on cherche, on ne trouve pas. Et celui qui est prêt à nous prendre, eh bien, à tous les prix, il nous prend. Et après, quand ça ne va pas, on n'a pas à qui s'adresser. Quelle est votre analyse là-dessus? Non, tu vois, c'est la situation actuelle de l'emploi qui se pose ainsi. Quand vous prenez les jeux, tu vas voir quelqu'un qui finit même l'université. Il dit, moi, je vais travailler, quel que soit le nombre. C'est-à-dire, il faut que moi je bien sûr, le PSM, c'est que je sois occupé. Regarde-moi. Non, et ça se passe ainsi, ça que les gens pensent à leur avenir. C'est-à-dire, quand tu veux, il faut savoir que les conditions de travail doivent s'accompagner. S'il n'y a pas de conditions de travail qui s'accompagnent, tu ne peux rien faire. Or, dans ces genres de choses, c'est dans le contrat que tout est stipulé. Voilà. S'il n'y a pas un document où tout est stipulé, que tu travailles ceci, tu fais cela, et que tu es payé à la tâche ou à force de ce que tu travailles, en fonction de ce que tu travailles, tu donnes comme énergie, c'est ça on paie. Et c'est signé dans le contrat. C'est bien inclus dans le contrat. Vous lisez, vous signez. Demain, s'il y a un problème, tu vas même à la justice, si c'est la justice, même s'il y a ce qu'on appelle exclusion, où on te chasse du boulot, tu peux le garder sur le contrat. C'est une preuve matérielle. J'ai été licencié abusivement. Mais le patron qui utilise les gens, lui, il sait que vous êtes des esclaves devant lui. Il peut vous à tout moment. Quand il veut, comme il veut, parce que j'étais recruté quand je veux, comme je veux. Oui. Donc si c'est ça, je peux te faire partie comme je veux, quand je veux. Ces genres de choses, les gens croient que au niveau de ce signe-là, quand on a pris ça, ça concerne seulement les grandes entreprises, c'est pas ça. Non, c'est toutes les entreprises. C'est toutes les sociétés. Même ceux-là qui utilisent les bords. Oui, les domestiques, tout. Les domestiques. Les patrons de... Les agents de sécurité. Les tenanciers de bar qui utilisent les jeunes filles pour faire le travail. Ils sont tenus par ça. Et c'est le contrat. Si la personne ne peut pas, parce que tu vois dans le bar, la fille vient, elle dit qu'elle cherche le travail. On dit, bon, tu commences demain. Elle commence. Combien on va te payer? Non, patron, donne-moi ce que tu veux. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a des sociétés de placement de domestiques dans les maisons. Les sociétés de placement de sécurité dans des maisons. Dans des services. Ils sont concernés.
parce que les services les paient et c'est eux qui traitent les domestiques là, c'est eux qui traitent les agents de sécurité. Parce que quand tu places quelqu'un ici, à TB2 ici, TB2 paie à celui-là qui à la société. Et la personne est l'agent de sécurité. Très souvent, c'est là le problème se pose. Quand vous payez, normalement, on va dire ceci, vous avez signé un contrat avec la personne. Quand vous allez le payer, la société là, la société vient payer 15 000 francs à l'agent. Il peut prendre même 120 000 dans votre contrat. Le gars prend 20 000 et c'est lui qui prend tous les risques en laissant sa famille au-delà. Toi qui ne peux même pas faire 24 heures devant les structures dont le gars est censé protéger, tu prends les 100 000 et tu lui donnes 20 000. Et le comble, on peut prendre quelqu'un à Déchikopé, aller placer jusqu'à Sigame sans tenir compte des moyens de déplacement de la personne. Donc c'est ça, nous disons qu'aujourd'hui avec ce qui se passe, on a pris 35 000, ça n'a pas été respecté. Oui. C'est 50 000. Les gens ne pouvaient pas payer, n'arrivaient pas à payer 35 000. Est-ce que c'est 52 000 52 500 qui vont pouvoir payer. Donc ça là, il faudrait, lorsque ça va entrer en application, qu'il y ait des inspections de contrôle au niveau des services, on puisse même pousser les gens, par dire à un agent qui travaille, qui est quelqu'un, combien tu paies, combien on te paie, combien ta société te paie, la personne fait, c'est-à-dire une sorte de sondage. Pour qu'on puisse trouver une enquête ouverte, pour qu'on dise que voilà, c'est respecter ce que l'État a fait. Parce que quand le gouvernement a pris cette décision pour accompagner les sociétés, c'est pour éviter ces genres de situations où les gens disent qu'on est mal payé dans nos pays. Donc si on est mal payé et que le gouvernement prenne des dispositions pour que les gens puissent travailler dans de bonnes conditions et qu'il n'y a pas de contrôle derrière qui va suivre, c'est que les gens vont toujours dire qu'on est mal payé. Les gens qu'on a donné tout à l'heure, la société qui recrute un agent ou qui envoie une domestique dans une maison qui lui donne 15 000 parce que le patron ou la domestique qui est installée est payé à 100 000 francs et on va donner 15 000 francs à la domestique. Donc tout ça, il faut qu'il y ait des suivis, des enquêtes sur le terrain pour qu'on puisse savoir si les gens ne sont pas lésés. Quand le gouvernement a pris ça, c'est pour l'inclusion totale des gens. Ce n'est pas pour dire que cela prend ceci, cela ne prend pas. Je suis en train de voir effectivement qu'il y aura des problèmes. Cette décision, elle est courageuse, elle est audacieuse, elle est aussi elle est animée d'un souci de réduire un peu la pauvreté, mais je suis en train de voir son application. Emmanuel Kant dit que le chemin de l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions, mais l'application pose problème. Est-ce qu'on ne va pas assister, Jules, à la disparition de certaines sociétés? S'ils partent, c'est mieux que d'exploiter les citoyens, puisque le grand problème, c'est une question de prise de conscience. J'ai l'habitude de dire, le problème de l'homme, c'est l'homme, et la solution, c'est l'homme. Comme nous venons de le dire, on vous appelle. C'est un autre phénomène, un point très essentiel qu'il faut aussi soulever. On vous appelle en tant que secrétaire dans un service. Vous venez, vous jouez le rôle de secrétaire, comptable. Et coursier et encore directeur adjoint. Mais pourtant, vous êtes payé juste pour le salaire de secrétaire. Vous ne dites rien au début et un beau matin, vous commencez par sortir des petits mots derrière. Mais vous êtes au bureau, le DG dit, va sur le terrain faire tout. Ce n'est pas ton rôle, mais tu pars là-bas. Tu reviens sans rien dire. Simple contrat pour ton poste de secrétariat aussi, tu n'arrives même pas à réclamer. Le grand problème, c'est ça. Vous allez dans des services, les gens sont pris pour un poste. Par exemple, simple domestique, surveille-moi l'enfant à la maison. Vous allez les voir encore, ces filles-là sont en train de vendre des tomates, charbon. Elles vont se promener, vendre, revenir encore, s'occuper des enfants. Or, au début, ce n'était pas mis dans le contrat. Bon, comme le grand frère vient de le dire, est-ce que toi-même, si tu es conscient, tu t'es engagé pour surveiller le bébé? Maintenant, c'est ce que
vous vous êtes dit avant que tu ne viennes. Et c'est en fonction de ça qu'on t'a fixé ton salaire, voilà. Que tu prends 15 000. Maintenant, arrivé, on te dit que le matin, tu dois aller au marché, aller vendre avec madame avant de revenir autre. Elle va te dire, ah, comme je n'ai rien à faire, ah, maman, maï, il a augmenté Garena. Elle va dire, ah, ce que vous trouvez, est-ce que vous pouvez comprendre ça? Compliqué. Donc, c'est mieux d'être à la maison, vous ne faites rien, que d'aller vous faire sacrifier. Au finish, c'est vous qui allez perdre. Parce que tant que l'employeur va commencer par sentir que vous êtes en train de vous faire éveiller par d'autres personnes, il trouvera toujours des alibis pour vous renvoyer. C'est comme à la fin du mois, les jeunes filles, nos soeurs qui se battent, qui se sacrifient pour vendre dans des établissements comme les supermarchés ou autres. Lorsque la fin du mois arrive et l'employeur sait qu'il ne veut pas payer, il trouvera toujours des alliés pour dire qu'il y a des manquants, il y a de ceci. Surtout ce que le grand frère a dit, dans les bars, nos filles qui sont payées 15 000, 10 000 là, à la fin peut-être ils se retrouvent avec 3 000, 4 000, vous avez perdu telle bouteille, vous avez cassé les verres, il y a un manquant de trucs là. Donc c'est une stratégie pour pouvoir exploiter les gens. Donc il faudrait que l'autorité mette une commission en place pour pouvoir suivre les choses. Parlant de ce côté de l'immobilier, vous partez tout de suite au Burkina Faso, le chef de l'État qui avait instauré depuis le temps que le loyer et la caution ne doivent pas dépasser 3 mois ou bien 6 mois. Vous allez chez un Burkinabé tout de suite, quel que soit le prix, le loyer, ils vont te dire donne 2 mois, 3 mois. Il n'y a pas cette histoire que le gouvernement doit passer de maison à maison pour voir si telle personne respecte, si les citoyens respectent. C'est une question de prise de conscience de nous tous. Cette loi qui a été votée, je vous dis qu'il y a certains propriétaires de maisons qui respectent ça depuis le jour que l'autorité a dit. Il y a d'autres catégoriquement, ils vont dire, est-ce que c'est le président fort qui m'a payé le ciment, c'est lui qui m'a payé le terrain? Non, nous devons prendre conscience de certaines réalités avant de nous comparer à certains pays qui sont en avance de nous. C'est une question de prise de conscience. C'est une question de prise de conscience. Le problème, c'est nous et la solution, c'est nous. Donc, il faudrait que nos jeunes ou bien les demandeurs d'emploi puissent aussi être conscients et penser à leur dignité. C'est tout ça, c'est tout ça. Nous sommes sortis de l'esclavage depuis l'esclavage l'année 1472 par Victor Schœlcher. Mais jusqu'à présent, vraiment surtout dans les ménages, dans le domaine du domestique et dans les bars, c'est vraiment l'esclavage qui continue. Là, ça pose vraiment un sérieux problème. Mais est-ce qu'on pourra arriver à terme de cette situation malgré la volonté du gouvernement ou de l'État de le faire? En tout cas, on verra voir, comme le disait quelqu'un en avril en tapant. Autre chose que je voudrais, sur laquelle je voudrais avoir votre avis, bien que boudé l'année passée, le 13e mois, le 13e mois était très attendu encore cette année, mais n'est pas arrivé. Ou du moins, n'est pas encore arrivé, à raison ou à tort, selon vous, de la part de l'un et des autres. Alors, c'est à raison ou à tort que ce 13e mois n'est pas arrivé, bien que attendu, mais bien boudé l'année passée, tout le bruit avait couru, et finalement les gens ont pris, on a prélevé 4 mois, et puis après on a gracié, disons on en a gratifié, et déjà en novembre, les gens commençaient par invoquer les mal des ancêtres pour ce 13e là, qui ne finalement pas arrivé. Les gens attendaient que ça dans le dessous. Tout ce que vous avez dit, sécurité, terrorisme, tout ça, c'était court, mais on attendait le dernier mot, le 13e mois. Mais ce n'est pas arrivé. C'est exprès ou bien c'est un coup? C'est un téléchargement comme le dit. Ça peut être un coup en téléchargement, parce que là, quand vous prenez le chef de l'État, quand le gouvernement fait quelque chose, c'est par rapport à sa poche. Oui, et c'est sur les calculs. C'est sur les calculs que ça se fait. Donc si ce n'est pas encore fait, tu sais qu'en milieu d'année, on procède à des correctifs budgétaires. Et qui veut dire qu'on verra l'évolution de la situation, puisque le 13e mois qui avait été donné, on a fait
on a gratifié ça pour dire que ce n'est pas la peine que les gens paient, puisque 13e mois, on rembourse ça. Maintenant, on a dit de ne rembourser plus. On verra par la suite si, après le gouvernement va voir la situation de la caisse, les entrées et autres là, il va procéder à un correctif budgétaire et donner ce 13e mois-là aux gens. Parce que quand les gens attendent 13e mois, c'est l'argent. Ensuite, tout le discours qu'on fait, ça, c'est pas qu'est-ce que je vais manger dedans. Qu'est-ce que je vais manger dedans. Il regarde dans la poche, dans le plat. Ce n'est pas sécurité pour le moment, mais ce que je vais manger, ce qui va me venir à ce début d'année-là. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été le cas. Donc peut-être que pour garder leur patience, mal en patience, ça pourrait arriver un jour. Oui, ça pourrait arriver. Le gouvernement togolais a toujours fait des surprises. J'ai profité pour informer les téléspectateurs qu'à compter de cette messe, chaque 14h15, vous pourrez nous envoyer vos messages sur le 90 13 36 65 pour apporter votre avis sur l'un ou l'autre des sujets. Et comme nous sommes à la première émission de l'année, ce sera l'occasion également pour présenter les vœux à qui de droit. Alors, Jules, le 13e mois n'est pas arrivé, bien que attendu par tous les fonctionnaires. Oui, merci, monsieur Eric. Vous savez, nous avons un chef de l'État qui prend toutes les dispositions qui concernent. Et puis, c'est lui qui fait le discours, son message à 7h. On attendait à 20h, comme d'habitude, mais il a surpris. À 7h. L'homme, en le connaissant, l'homme, c'est un grand leader qui, vous ne devez pas dire que vous le connaissez trop. Il peut vous surprendre à tout moment. Tenons compte des 13e mois. Je viens d'évoquer au début de l'émission que nous avons des grands enjeux pour cette année. Et le second point est que nous avons une situation qui est très capitale, qui est le terrorisme. Pour appuyer un peu l'hypothèse du grand frère par rapport au discours du chef de l'État, faisons très aux moyens à mettre à la disposition de FDS pour contraindre aux terroristes. Ce n'est pas 1000 francs. C'est des sommes qui ne sont pas prévues, mais compte tenu de la situation, comme Covid était arrivé, le gouvernement est obligé de chercher les moyens. Parce que nos forces de l'ordre ne peuvent pas rester les mains vides et les criminels là vont venir les tuer comme des poussins. Donc il faut aussi maintenant penser à tout ça. Aujourd'hui, 13e mois, on n'a qu'à mettre ça de côté en attendant. Et voir comment est-ce que le gouvernement va se mobiliser pour trouver les fonds nécessaires, équiper nos forces de l'ordre pour pouvoir nous sécuriser d'abord. Quand on est en paix, maintenant on peut penser à ce qu'on va manger. Maintenant, si vous avez l'argent dans la poche et vous n'êtes pas en sécurité, comment est-ce que vous allez vivre? Donc, je pense que le chef de l'État ne l'a pas fait par exprès. Il pense à tout ça. Comme le grand frère vient de le dire, on peut s'attendre à une surprise dans les jours à venir où c'est tombé pim. Ouais, donc il faudrait aussi qu'on voit aussi le côté, les difficultés que traversent les priorités que le gouvernement a sur sa table actuellement avant de penser aussi à nous. Voilà, nous espérons les fonctionnaires les chargent de dire au chef de l'État qu'il l'aime beaucoup et qu'il continue par espérer ce 13e mois. Mais comme l'a dit Jules Ferry, je crois que rien ne sert d'avoir les poches pleines quand on n'est pas en sécurité. Et je crois que le chef de l'État a bien mesuré ses pas pour pouvoir mettre la sécurité au premier plan de ses actions pour l'année 2023. C'est à nous maintenant de l'aider à engranger les poches de l'État et quand ce sera plein,
je crois qu'il ne tardera pas à nous faire des surprises comme c'est un homme de surprise. Ça peut arriver à tout moment. La semaine passée a été celle d'un grand chamboulement au sein des forces armées togolaises, rattachement du ministère des armées à la présidence, changement de commandement aux têtes de l'état-major des FARC et de l'armée de l'air, pour ne citer que cela. Alors, tout ça, qu'est-ce qui aurait amené le chef de l'État à prendre cette décision, alors que, bon, personne ne les attendait. On a dit tout à l'heure que le chef de l'État, il sait ce qu'il fait. C'est vrai. C'est encore une preuve que c'est un homme imprévisible. Hein? Il ne parle pas, mais il agit des situations. Si ça ne lui plaît pas, il agit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accointance avec qui que ce soit. Le ministre de la Défense, madame le ministre de la Défense et autres, vous voyez, nous traversons une situation sécuritaire très, très compliquée, très complexe, où il faut mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que quand vous voyez la situation qui est en train d'avancer, et on n'arrive pas à mettre la main, le chef de l'État a fait des déplacements pour constater sur le lieu comment les choses marchent, et qu'il n'est pas satisfait du travail ou bien de ce qui se passe là, il peut décider de faire de telle sorte que au moins que les choses puissent changer, parce que vous voyez, c'est tout le truc militaire qu'il a amené, chef d'état-major, l'agent des armées, l'agent, tout, jusqu'à remplacer les gens à la surprise générale même de la population. Oui. Donc, et ceux-là qu'il a amené, il a donné sa confiance en lui, il sait que certainement qu'ils vont arriver à lui. Et quand elle a fait son discours la dernière fois, elle a dit, nous ferons tout ce qui est à notre disposition pour mettre fin à ce terrorisme. Et quand il parle de ça, c'est qu'il sait de quoi il parle. Il a amené les gens ceux-là qu'il faut pour pouvoir arriver à bout de ce terrorisme. Donc moi j'ai trouvé ça comme c'était un plan d'urgence. C'est dans l'urgence qu'il a pris ça. Il ne veut pas encore voir avancer et le terrorisme et que les populations et gratuitement surtout. Nous espérons de voir. Gilles, votre analyse me plaît là-dessus. Je sais que sur les réseaux sociaux, je vous ai vu bien préoccupé par cette situation. Vous êtes l'un des premiers par qui j'ai d'ailleurs appris cette nouvelle. Et certainement que vous avez votre mot à dire là-dessus. Comme nous ne dormons pas, l'enfant d'un boss, c'est un boss. Nous ne devons pas oublier qu'il est le fils d'un guerrier. Le fils d'un général, il connaît ce qu'il fait. Fils d'un homme qui a fait la guerre hors du pays, il connaît les conséquences d'une guerre. Moi j'ai l'habitude de dire que chaque étape et chaque adversaire, tu dois connaître d'abord qui est ton adversaire et savoir qui doit faire face, comme le grand frère vient de le dire. Toute son équipe, c'est une bonne équipe, comme je l'avais dit au début de la présentation du nouveau gouvernement. Mais face à la situation actuelle, il est bien précisé dans le décret que ceux qui ont été relevés de leurs fonctions ont été affectés pour d'autres missions. Bon, personne ne sait encore pour quelle mission. Maintenant, si le chef de l'État prend la responsabilité de prendre ce poste-là, nous devons savoir que il voit qu'il faut maintenant des stratégies de taille pour pouvoir faire face à l'ennemi. Parce que la Libye, le Niger, le Mali, le Burkina aujourd'hui est carrément pris presque à 60% de son territoire. Si le Burkina tombe totalement, comme la Libye, on tombe sur nous. Donc, c'est un homme prévisible. Il anticipe les événements. Donc, nous devons féliciter
et l'encourager à pouvoir nous donner le meilleur de lui-même. Et maintenant, ceux qui ont été cooptés aujourd'hui à jouer ce rôle-là, il ne s'est pas levé un beau matin pour les prendre. C'est un homme qui prend assez de temps puisqu'il ne parle pas. Et vu tout ce qui se passe dans la sous-région, liées aux affaires de coups d'État et autres, je pense que tous les chefs d'État aujourd'hui ont pris des dispositions sur le plan de renseignement à ce que chacun puisse suivre de près ceux qui sont autour de lui, savoir qui fait quoi, qui peut faire ceci à tout moment. Donc, aujourd'hui, nous ne devons pas critiquer le changement ou bien le remaniement du chef de l'État. C'est pour notre propre bien. Donc, essayons de les féliciter et remercions ceux qui ont été affectés pour d'autres missions, pour leur sacrifice, leur savoir-faire, leur expérience qu'ils ont partagée avec les jeunes frères sur le terrain. Peut-être que ils sont en train de jouer autre rôle plus important que ce qu'ils jouaient avant dans l'ombre. Donc, ensemble, nous pouvons combattre l'ennemi. Que Dieu nous donne juste la santé et évitons les débats qui ne nous servent à rien. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le secret, de l'armée. Donc, plutôt, encourageons ceux qui sont arrivés et félicitons ceux qui sont sortis et pour que nous puissions ensemble collaborer pour la bonne cause de la nation. Le temps nous fait défaut. Nous allons à notre sujet. Et je rappelle que à compter de cette messe, les téléspectateurs pourraient ou pourront nous appeler chaque semaine à 14h15, à 15 minutes de la fin, pour réagir ou apporter leur avis par rapport à l'un ou l'autre des sujets développés. Et pour cette première, ils ont aussi l'occasion de présenter leurs vœux de bonnes et heureuses années acquis de droit. Abbas, la bonne gouvernance avec le Sacre du Togo par le biais de Dr Sandra Ablamba Johnson, secrétaire général de la présidence de la République togolaise, a été l'autre sujet au menu de l'actualité. Qu'a-t-elle fait, M. Abbas, pour mériter ce honneur qui honore en même temps tout le Togo? Elle a eu un double prix. Ce leadership féminin et bonne gouvernance. Vous savez que Mme Sandra Ablamba Johnson s'est beaucoup investie dans les réformes économiques que nous avons maintenant, qui ont conduit maintenant le Togo à être admis éligible actuellement au MCC. Donc c'est des choses que les gens, des critères qui ont conduit à cette dame-là sur la bonne gouvernance, parce qu'elle s'est beaucoup impliquée. Moi, je suivais ça depuis un certain temps avec MCA Togo, où à chaque fois, vous la voyez présente, elle est omniprésente dans ces activités économiques-là, surtout quand lorsqu'on parle de réformes économiques. Elle est là, elle y met de sa contribution et tout ce qu'elle connaît pour que le pays puisse émerger au plan économique. Et ça a été fait. On a eu beaucoup de réformes sur le plan économique et aujourd'hui on en était sur cette situation. Le leadership féminin, vous savez qu'elle aussi, elle est une femme battante et depuis quelques temps, quand le chef de l'État a donné beaucoup de penchant vers le genre, en moment beaucoup de femmes à des postes de responsabilité. Vous savez qu'aujourd'hui, ça contribue à la motivation de plusieurs femmes qui se cachaient, qui ne voulaient pas se faire voir. Et maintenant, tu vas voir que vous allez voir les femmes, les dames sur des terrains que vous ne passez pas. Vous n'avez jamais passé les voir ici ou là. Et triompher. Elles sont là, très très battantes. Et elles donnent ce qu'elles peuvent. Donc ça là, ça permet de motiver les jeunes dames qui sont en train d'émerger pour qu'on dise que moi si je veux ressembler à tel, je veux ressembler à tel, je vais faire comme tel. Mais parce qu'il faut remercier Mme Ablamba Johnson pour ce mérite là. C'est vraiment gai
que toutes les femmes se puissent sur les armes. Je féris, c'est le Togo qui gagne. C'est pas Blamba Johnson. C'est un prix pour le Togo. Donc nous devons juste féliciter. Comme nous avons l'habitude de le dire, toutes les femmes aujourd'hui ont compris qu'elles ont un rôle important à jouer dans le processus de développement de ce pays. Donc, toutes les femmes qui ont un poste aujourd'hui de responsabilité, si vous constatez, ce ne sont pas des femmes de peau de fleurs. Elles sont tous sur le terrain. De la première personne, c'est-à-dire Madame le Premier ministre, jusqu'en bas, toutes les femmes qui ont un poste de responsabilité aujourd'hui, nous sommes fiers de les avoir à ces postes-là. Donc, il faudrait que cet exemple pousse d'autres femmes qui ont aussi la capacité et la volonté de faire comme celles-là, doivent aussi maintenant sortir de leur silence, de leur bunker pour pouvoir donner ce que Dieu les a transmis comme talent pour aider, contribuer à ce que nous puissions avoir un pays meilleur qu'aujourd'hui. L'affaire des carences, félicitations donc à la secrétaire générale de la présidence, Madame Blamba Johnson, qui vient donc de rehausser le Togo, de hisser le Togo à un rang sur le plan diplomatique. Courage à elle et félicitations une fois encore. L'affaire des carences militaires ivoiriens en détention au Mali a refait surface cette semaine du côté du tribunal du Mali où ils devraient comparaître et l'ont été. La médiation du Togo par le truchement du ministre des Affaires étrangères a encore été sollicitée, sauf qu'aux dernières nouvelles, eh bien, la réponse ou le verdict n'a pas été très encourageant. Jules. C'est encourageant. Et par rapport, si nous tenons compte... En temps de prison, non. De réclusion. Non, si nous tenons compte des faits qui leur ont été reprochés, je pense que la justice a fait son travail. Mais si on advenait à ce que les faits reprochés ne sont pas vérifiés, je pense que c'est trop. Donc dans ce cas, je pense que nous devons féliciter d'abord l'État malien et surtout féliciter notre président, son Excellence, M. Faure Gnassingbé, qui s'est impliqué totalement dans cette crise. Que nous ne devons pas cacher ça. Certains ne l'ont pas aimé par rapport à son implication pour que nous puissions avoir une solution paisible et amicale pour que la sous-région pour que la sous-région reste en paix. D'autres veulent une solution plus que ce que lui préconisait. Donc, sur ce, je pense que certains ne l'ont pas aimé, beaucoup l'ont aimé. Et il ne s'est pas autoproclamé pour être médiateur. C'est l'État malien même qui a demandé sur quelques chefs d'État, c'est lui, on a choisi. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas pris l'homme parce qu'il faut le prendre. J'ai l'habitude de dire que chaque chose que vous voulez faire, il faut le faire par mérite. Pour que si vous êtes à ce poste-là, personne ne dira que on l'a pris parce qu'on l'a pris. Non, quand vous êtes là, les gens sauront que l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, au tenter, c'est lui. Donc, pour le verdict tombé le 30, par rapport à l'ultimatum donné par la CEDEAO, que les autorités maliennes ont jusqu'au 1er pour pouvoir libérer les 46, sinon, ils n'ont pas donné au cas où le délai n'est pas respecté, la sanction, personne ne sait. Mais à notre grande surprise, à notre grande surprise, l'autre semaine où nous avons vu des accords signés entre les autorités ivoiriennes et maliennes, nous pensons que le jour qui va suivre en même temps, les 46 militaires vont rentrer en Côte d'Ivoire. À notre grande surprise, au lieu de un jour de libération, on se retrouve avec 20 ans d'emprisonnement. Donc, Goethe
aussi, c'est un homme. C'est un homme. Donc, on peut passer par ce chemin, peut-être dans les jours à venir, pour la paix et la cohésion entre les pays frères. Après la condamnation, on peut toutefois s'attendre à une surprise dans les jours à venir d'une grâce présidentielle. Une grâce présidentielle qui sera accordée par le président Goïta pour pouvoir... La justice aurait quand même été respectée déjà. Ah oui, donc, Abbas, comment vous avez apprécié cette affaire? On pensait quand même que, comme il le disait, en tout cas, quand je lisais les réseaux, les informations, je suivais les informations de 29, moi je me disais que les 46 militaires devaient retourner en Côte d'Ivoire le 30. Mais patatras, certains temps qui sont tombés sur la tête, et surprise. Mais bon, la justice a raison que la raison. On ne peut pas être surpris parce que c'est la procédure. Tout d'abord, saluer l'implication du chef de l'État congolais dans cette situation. Nous quitter l'intervention dans le cadre de la CEDEAO. Cette affaire devait être diplomatiquement réglée et les 46 militaires devaient regarder leur pays. C'est ça qui s'est passé et les trois dames ont été libérées. Vous savez, la médiation s'était commencée avec Guillaume Soro qui a demandé que c'est le chef de l'État congolais qui pouvait intervenir. Et le Malien, le président malien a dit effectivement. Puisque quand vous voyez le président malien, le président congolais, c'est pourquoi nous donnons l'importance. Et ils se comprennent beaucoup mieux. Et la dernière fois, avec le sommet de la CEDEAO, ils se sont dit, au lieu de donner l'ultimatum, il fallait laisser le chef de l'État continuer. Avec la sa médiation, mais ils donnent un ultimatum. Or, l'affaire est déjà entre les mains de la justice. On ne peut pas libérer des gens comme ça. Maintenant, juste une minute pour qu'on chute. On ne peut pas libérer des gens qui sont accusés d'atteinte à la sécurité de l'État, alors qu'ils disent qu'ils disposent des preuves. Il faut que la justice aille à son cours normal. Et à la fin, sur le plan diplomatique, on pouvait voir ça parce qu'ils ont déjà signé un mémorandum. Seulement, peut-être que c'était dit, il faut attendre, on les condamne d'abord. Après, il y aura il peut avoir présidentielle. Il peut avoir une grâce présidentielle. C'est certainement ça qui est dans le mandat que nous n'avons pas encore lu. Du moment où hier dans son discours, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara dit qu'il a d'ailleurs félicité le chef de l'État congolais et qu'il est rassurant que dans les prochaines années, les 46 militaires vont rejoindre la Côte d'Ivoire. C'est la procédure qui a été suivie pour montrer que la justice est indépendante et qu'on ne peut pas mettre des influences diplomatiques sur une justice qui fait son travail. Merci beaucoup. C'est sur ce sujet que prend faire la messe de ce jour. Le temps pour moi de vous remercier. Jules Ferry Agbo, vous êtes le président national du mouvement Fort et Grand et puis ambassadeur genre et développement depuis 2021. Et puis, vous êtes analyste socio-politique, que je vous connais, à face d'être un consultant de cette émission. Abbas Issaka, vous êtes patron de presse, le journal Le Mali Libéré. Merci d'être passé pour cette première messe, cette messe inaugurale de l'année 2023. Et je vous renouvelle à vous, à vos familles et à vos collaborateurs mes vœux sincères de santé, de prospérité, de bonheur, de longévité. Et au nom de la télévision deuxième, de toute la chaîne de la télévision deuxième, je voudrais bien dire bonne et heureuse année à toute la presse dans son ensemble, à tous les patrons de presse, à toutes les organisations de presse, CONAP, Syndic, PPT, etc. pour tout le travail qu'ils abattent. Je n'oublie pas surtout la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Tout ça au nom de la télévision deuxième et surtout le ministère de la communication et des médias qui font tout pour que la presse togolaise se professionnalise de jour à jour. Merci une fois encore à toute l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de l'année passée et qui le fera au cours de cette année 2023. Bonne et heureuse année. Je veux voir la situation chargée. Et c'est sur ça, cette pensée que je partage avec vous. Lorsque la branche
à laquelle vous êtes approché se détache, il ne vous reste qu'une seule chose, priez de ne pas tomber sur une roche. Lorsque la branche à laquelle vous êtes approché se détache, il ne vous reste qu'une chose, c'est de prier de ne pas tomber sur une roche. C'est une inspiration personnelle. Vous pouvez me citer prochainement. Je vous passe. Bonne et heureuse année.